Euh, on reviendra aussi sur comment vous voyez l'avenir en fait après derrière et puis les conseils que vous pourrez donner à d'autres entrepreneurs. Continuons notre exploration industrielle avec Martin. Bonjour. Bonjour. Votre entreprise est située à Mornan-en-Forez et fabrique des fauteuils roulants. Ils sont reconnus justement par leur forme, ils sont reconnus aussi par leur fonctionnalité. Est-ce que du coup, après avoir présenté vos deux gammes principales, pourriez nous dire comment ça s'est passé aussi pour faire rentrer le design et Alain aussi qui est avec vous dans l'entreprise, comment ça s'est goupillé? Très bien. Donc, Ergo Concept, c'est une entreprise que j'ai fondée avec Jacques, mon père, sur presque un accident. C'est-à-dire que lorsqu'il est rentré il a vécu en Asie pendant 8 ans, il est revenu avec un prototype d'un nouveau fauteuil roulant électrique qui était en mesure de changer complètement la vision de la mobilité pour les PMR, de par le côté vraiment fonctionnel et pratique. Un produit d'une conception chinoise, pour pas s'en cacher, qui s'est complètement dédouané de tous les codes, on va dire, esthétiques. On était sur un produit purement fonctionnel, très pratique, très engageant, mais dans lequel le côté beau était complètement extérieur à la chose. On sait bien tous dans nos sociétés, surtout les sociétés occidentales, que cette notion d'apparence, elle est quand même très importante. Et elle l'est aussi pour les personnes, voire d'autant plus pour les personnes de mobilité réduite, parce que leur fauteuil roulant, c'est leurs jambes. Et de la même façon qu'on apprécie tous d'avoir une belle voiture, une jolie montre, des jolies baskets, eh bien, on est exactement dans cette démarche-là. Donc on a commencé au tout début, quand l'entreprise était encore un embryon, à travailler sur des notions de couleur, de design, en disant qu'on va partir sur des couleurs plus neutres que sur des couleurs avec des partis pris qui peuvent être clivants. On est reparti d'un petit peu de zéro à ce niveau-là. Et puis petit à petit, on a fait des gammes avec des couleurs, des choses comme ça. Et il y a eu un déclic qui est lié également à la rencontre accidentelle encore avec Alain, où on a un peu appuyé la chose sur le fait de se dire qu'il ne faut pas se contenter de ne pas faire du moche. Allons carrément faire du beau, allons faire le fauteuil roulant électrique de demain, qui n'existera peut-être pas, mais pensons-le dès à présent. Récupérons les codes d'autres marchés. Alain a énormément travaillé avec l'industrie automobile. Toutes ces notions d'aérodynamisme, de mobilité, de confort sont des choses qui sont vraiment intégrées tout au long de la réflexion. Et ça nous permet d'avoir aujourd'hui des produits qui vont répondre fonctionnellement, parce que c'est quand même un besoin primaire des utilisateurs d'avoir un outil fonctionnel, efficace, sûr, sécurisant, qui répond à leurs besoins de mobilité. Et puis après, vraiment rentrer dans cette démarche un petit peu plus design, mais très holistique, d'apporter des produits qui soient beaux. Et on a récemment, donc on a deux gammes, comme vous l'évoquez tout à l'heure, une gamme qu'on conçoit, qui est celle que vous avez à l'écran. On a une autre gamme dont je ne sais pas si vous avez des images, qui est... Ça n'a pas récupéré. Hein. Bon, je m'en excuse, peut-être que je n'ai pas envoyé. Qui, elle, n'est plus un fauteuil roulant électrique, c'est un robot de mobilité. On se dédouane complètement des codes un petit peu, j'ai pas envie de dire misérabiliste, mais on s'éloigne d'un côté triste de la pathologie, parce qu'on part quand même d'un problème de mobilité. Donc à la base, il y a un dysfonctionnement du corps lié à une pathologie, lié à un accident de la vie, lié à différentes choses. Mais on va essayer de prendre tout ça pour en tourner en quelque chose vraiment de design. Et ce dernier fauteuil, qui est un produit qu'on commercialise depuis 2 ans maintenant, qui s'appelle le Wheel Model C, qui est d'une entreprise japonaise à la base, va apporter une approche absolument inverse à ce qu'on peut imaginer jusqu'à présent, de telle façon à ce que certaines personnes qui sont valides, qui par superstition ne mettront jamais leurs fesses dans un fauteuil roulant, par peur justement de cette superstition, en voyant ce robot de mobilité, vont y voir que des aspects positifs et vont être curieux de l'essayer. On va ajouter à ça toutes les options d'objets connectés. C'est un fauteuil qui va se déplacer, qui va se diriger également avec un smartphone par exemple, qui va être personnalisable en termes de couleurs. Et on va vraiment switcher ce côté triste qu'on pourrait imaginer
qui ne l'est pas forcément vrai dans le monde du handicap, et en faire une force qui va décupler les énergies et qui, nous, en tant que professionnels de santé, hein, sans être médecin ou ergothérapeute, nous donne une énergie folle parce qu'on joint vraiment l'utile à l'agréable et on sent que notre métier a vraiment une résonance forte par rapport à leurs besoins. Donc revenons à notre rencontre, une rencontre fortuite. Comment ça s'est passé justement avec cette rencontre et cette première prestation? Qu'est-ce qui a été proposé justement par Alain en tout premier lieu? Donc cette rencontre, elle s'est faite par un ami qui travaillait à l'époque dans je vais faire court, qui travaillait dans des hôtels et qui montait des chambres d'hôtel. Donc tout le mobilier pour équiper les 150 chambres d'un hôtel a installé des pieds de lit. Et ils galéraient avec les outils qu'ils avaient. Et ils travaillaient avec Alain, et Alain a mis en place un petit système, tu diras si je dis des conneries ou pas, mais un petit système qui permet de gagner énormément de temps par un petit système ingénieux qui est vraiment très très fonctionnel et qui leur a permis de gagner beaucoup de temps. Et du temps pour le montage, cet sa ami problématique. m'a dit, il faut que tu rencontres Alain, c'est un mec très très créatif, qui a plein d'idées et qui pourra t'aider dans ton métier. Et c'est comme ça qu'un jour j'ai appelé Alain, il ne me connaissait pas, je me suis présenté, il est venu nous rencontrer. Et puis il y a eu un match au niveau du projet professionnel et puis aussi un match humain. Je pense que c'est indispensable de savoir s'apprécier pour favoriser la communication, dire ce qui nous plaît, dire ce qui nous plaît moins, de gommer, d'adapter, de modifier ce qui nous plaît moins pour arriver à une espèce de, pas envie de parler d'osmose ou de symbiose, mais une vraie synergie, on va dire, intellectuelle qui nous permet aujourd'hui d'être très efficaces et d'avoir un vrai résultat. Et ensuite, pour le premier brief qu'on a fait ensemble, je ne te cache pas qu'un repos-jambes pour l'Ergo 09. Est-ce que c'était un accessoire? Oui, c'est un accessoire. C'est ça? Alors comment ça s'est passé justement, Alain? Qu'est-ce que vous avez proposé à votre futur client derrière pour entrer en fait dans la... Alors oui, simplement, je vais faire court aussi. C'est vrai qu'on ne tient pas les mêmes discours en fait à une PME, une TPE, un porteur de projet qu'à une multinationale. Pour reprendre ce que disait M. Chaptal, si je ne dis pas de bêtises, tout à l'heure, il y a des démarches en fait qui s'approprient à certains types d'entreprises et d'autres qui ne s'approprient pas. Ergo Concept avait besoin de créativité, de débugger des détails, des accessoires, des ensembles. On ne peut pas partir sur une logique en fait où on va garder, être en contact avec le marketing, être en contact avec la prod, être en contact avec tout ça. On doit être un caméléon et surtout leur parler leur langage. Donc évidemment, on évoquait tout à l'heure la question de budget. La question de budget, c'est une question de temps aussi. C'est une façon dont on approche en fait les problématiques. Et je pense que c'est super important de bien comprendre cet enjeu-là si on veut vraiment répondre aux problématiques des PME et des TPE. C'est mon avis, je le pratique depuis maintenant une vingtaine d'années et je pense que ça marche plutôt bien. Donc par rapport à Ergo Concept, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'il y avait un challenge à la base plutôt technologique sur développer un ensemble qui permettrait de lever la jambe d'un patient et matcher avec l'environnement du système. Donc il y avait déjà des petites propositions qui existaient, mais elles n'étaient pas forcément adéquates en termes d'ergonomie, en termes d'usage et en termes de coût, surtout. Parce qu'en fait, une PME, c'est pareil, comme toutes les entreprises, court après un coût. Et donc, il a fallu être créatif par rapport à ça. Donc, on est, en fait, c'est le design, je le mettrai aussi, la part créative est hyper importante. J'ai vite fait, je la fais très courte, mais j'ai travaillé dans l'univers de la périculture avec Tigex. J'ai travaillé dans l'univers du militaire, enfin, je travaillais dans l'univers du militaire avec Thales. Je travaillais dans l'univers du sport avec Salomon. J'ai travaillé dans l'univers de la mobilité. J'ai dessiné des triporteurs. J'ai conçu des tas de projets. Et en fait, le seul point commun qui est derrière tout ça, c'est se poser les bonnes questions. En fait. Donc c'est tout un acte créatif au travers des projets qui fait que l'ensemble est transversal. Et en fait, avec Ergo Concept, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on avait ce challenge de support de jambes et on s'est dit, relevons ce challenge en développant un produit, si possible, fabriqué localement. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, le développement local. Et c'est ce qu'on a fait avec l'équipe d'Ergo Concept, avec Martin. On a relevé le challenge et on a vraiment trouvé des belles solutions en travaillant même jusqu'avec son voisin de palier, usineur. Et on a donc travaillé par rapport à ça. Donc tout est une question de réflexion. C'est pas une moins-value en fait. C'est simplement une façon de répondre à la problématique différemment. Et ça a été plutôt bénéfique ce premier projet et ça a donné
Bon, à peu près, non, si tu es à peu près content, non bon, a priori, il est content. Oui, et voilà, donc, et après, on a développé plein d'autres projets ensemble. Donc, on est à mi-chemin entre l'invention et le design. Vous disiez du coup qu'au début, c'est vous qui avez quand même convaincu la relocalisation d'une production, ou c'était déjà dans l'air du temps chez Martin? Ouais. Vous avez compris, on fait beaucoup de choses entre guillemets par accident ou par opportunité qui se présentent, et je pense que ça marche, il faut savoir les saisir quand elles sont là. En toute sincérité, et à défaut de contredire mon ami Alain, lorsqu'on était au début de ce projet de ce repos-jambes, au fond de la façon dont je voyais les choses, c'était pas forcément de faire une relocalisation. Okay. Et puis, on a fait les premiers protos avec des entreprises locales, comme il a dit, de notre voisin, des entreprises ardéchoises, des entreprises du Forêt, de proximité. Et puis, on s'est rendu compte finalement que même au niveau du coût, c'était très intéressant. Là, pour donner un exemple de prix, il y avait 10 € ou 10 $ d'écart entre un produit qu'on ferait fabriquer en Asie et un produit qu'on ferait fabriquer en France, avec beaucoup de plus-value à le faire fabriquer en France, c'est-à-dire qu'on se dédonnait complètement des frais et des contraintes de transport, et Dieu sait si elles sont très 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 contraignantes aujourd'hui. On a surfé, je ne le cache pas, sur le Made in France, qui est aujourd'hui un argument de vente, on ne va pas s'en cacher, et ça nous a permis donc de créer ce petit bout d'histoire, et finalement de se dire, c'est quand même vachement cool, on voulait un nouvel accessoire. Et ce nouvel accessoire, non seulement il est là, mais en plus, il est made in France. Oui. Et donc, pour répondre à votre question, sur ce projet spécifique, il n'y avait pas cette volonté de relocalisation, mais quand on a eu cette opportunité, on l'a saisie. Aujourd'hui, on a d'autres enjeux, on va dire, liés à la relocalisation. La situation, on va dire, économique mondiale aujourd'hui nous tend à vouloir se rapprocher. Mais vous savez, souvent, les intérêts et presque la bienveillance peuvent être liées. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire les choses par contrainte, on va les faire parce que finalement l'utile peut se joindre à l'agréable. Et donc là aujourd'hui, oui, on a un vrai projet de pouvoir dispatcher notre production et ne pas la faire uniquement en Asie et se rapprocher de la France. Et il y a un point aussi que je voulais souligner par rapport à tout ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'était la notion du coût du design. Le design, c'est un investissement. Et tout chef d'entreprise ou porteur de projet ou entrepreneur qui va faire un investissement va se débrouiller à ce qu'il y ait un retour sur investissement. Donc le design, ça ne coûte pas d'argent. Effectivement, au début, il va y avoir des frais parce qu'avant d'avoir ce retour d'investissement, il peut se passer plusieurs mois, plusieurs semaines, et il faut en effet l'assumer, enfin être en mesure de le supporter financièrement. Mais on s'y retrouve très très rapidement, et donc c'est vraiment, il faut penser ça comme un investissement et en aucun cas comme un coût, parce que sinon on ne le ferait pas si c'était qu'un coût. D'ailleurs, donc effectivement, pour en revenir aux observatoires du design, c'est ce qu'on essaie aussi de rechercher encore, des métriques qui manquent encore sur les ratios. En parlant d'investissement, du coup, on peut bénéficier, il me semble, de crédit d'impôt sur ces investissements. Jean-Philippe l'avait évoqué. Donc, tout à fait. Et puis, sur l'aspect innovation, c'est accompagnable, c'est finançable, et du coup, on peut y arriver. Mais sur le vocable, c'est important, effectivement, de dire qu'on a ces investissements-là. À présent, vous me semblez bien convaincu, Martin, mais à l'époque, ce n'était pas tout à fait ça par rapport au design. Quelle image vous aviez avant de travailler avec un designer, en fait, après? On va dire que Alain a renforcé cette approche, mais on ne peut pas consciemment vendre des produits de consommation, parce que ça reste malgré tout un produit de consommation, même s'il est très très ciblé, en s'aliénant absolument du design et de l'approche esthétique de la chose. Donc c'est pour ça qu'on a fait un premier travail, mais c'est un travail amateur, mais qui correspondait absolument à l'état de l'entreprise à ce moment-là, quand on était embryonnaire, quand on monte la boîte, qu'on vend 3 fauteuils par mois, on ne peut pas tout de suite investir énormément dans le design, mais c'est du bon sens d'avoir cette sensibilisation au design. Et au début, on va dire le travail de design qu'on faisait directement entre moi-même et mes partenaires asiatiques
c'était des croquis très mal faits. Et Alain pourrait en témoigner que je dessine très mal. Ça, c'est pas moi qui l'ai dessiné, bien entendu. Mais qui avait au moins le mérite d'être compréhensible. Et le design, c'est aussi un super outil de communication. Parce qu'au début, je faisais comme ça, j'expliquais la fonctionnalité à mon partenaire asiatique, qui devait lui aussi comprendre le côté investissement. Parce qu'au début, il voyait que le côté coût, en disant pourquoi je ferais cette amélioration, ça va me coûter des ronds. Et donc c'est pour ça que le design nous a permis de bien mieux communiquer. Et quand je suis passé de mes petits schémas un peu pourris avec une petite explication à des sketchs comme vous pouvez le voir ici, bien sûr, puis à des modélisations 3D comme il y en a sur les slides d'après qui sont ultra réalistes, votre interlocuteur il comprend tout de suite. Ça lui laisse aussi la liberté de l'améliorer, de l'adapter par rapport à ses contraintes industrielles, parce qu'avec Alain, on essaye de faire les choses basées sur le bon sens, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas anticiper sur la faisabilité technique très très précise. Et on va laisser justement à notre partenaire une certaine marge d'intervention, d'adaptation, mais se basant sur des modélisations, sur des mises en plan, sur des choses qui laissent un droit à l'erreur, enfin un risque à l'erreur extrêmement maîtrisé et très très fin. Ok. Merci pour ce retour. J'en profite pour demander à Alain, justement, plus largement, donc du coup on a ce secteur d'activité, vous avez d'autres secteurs d'activité. Comment vous y prenez dans le premier rendez-vous avec les entrepreneurs pour les convaincre justement que cette part de créativité, d'inventivité doit être aussi intégrée et demande du temps et de l'investissement? Alors en fait les approches sont, j'essaye d'être un caméléon en fait parce que les approches sont complètement différentes. Oui, suivant. Vous disiez tout à l'heure en fonction de la taille entre bien sûr, bien sûr. Et puis même suivant la taille. Par exemple là, typiquement avec Thales, j'ai fait plusieurs maintenant missions design dans la vision nocturne. C'est des approches en fait où je suis au milieu d'ingénieurs, donc des personnes qui ne sont pas du tout sensibles à ça. Et il a fallu les convaincre. Donc je suis d'accord avec M. Japtal quand il disait tout à l'heure qu'on est un petit peu le médiateur de tout ça. Il faut créer de la médiation entre tous les du dialogue avec tous les parties. Donc ça c'est pour les grandes entreprises. Et pour les plus petites, il faut bien faire comprendre et bien faire expliquer que le projet concret c'est leur projet. C'est pas notre projet. Nous, on est, on va dire, le vecteur de créativité, mais ça reste leur bébé. Et c'est hyper important parce qu'on a souvent tendance, nous, en tant que créateurs, à s'approprier le projet. C'est pas notre projet. Moi, je suis missionné pour amener à bien ce projet. Je vais le prendre à cœur, je vais le porter la meilleure façon que je peux, mais ça reste le projet du porteur de projet ou de l'entrepreneur. C'est important, effectivement. C'est hyper important. Ça fait partie aussi du dialogue que vous pouvez avoir et de comment vous le présentez. Oui, exactement, parce que souvent, on me dit, oui, mais alors qu'est-ce qui se passe si tu as trouvé une idée, si tu as quoi que ce soit. Moi, je veux être clair avec ça. Enfin, je développe moi-même mes propres inventions, mes propres innovations de mon côté. Le reste, après, je suis un prestataire créatif qui vient apporter le meilleur de soi-même pour aboutir le projet, quoi. Et il est important de bien écouter aussi, de ne pas s'enfermer sur des cahiers des charges, des fois trop strict. On est des créatifs, on a besoin de voir large, de voir le recul. Donc voilà, et surtout, mettre en confiance l'entrepreneur qu'on est présent dans la société, mais on n'est pas là pour prendre une part de la société. On est vraiment un vecteur au même titre que n'importe qui. Et ça, c'est aussi des compétences qu'on met en avant justement dans la relation et dans la sensibilisation au design. Didier, vous, comment ça se passe justement sur les approches aussi vous avez d'autres projets et d'autres secteurs d'activité. Comment ça se passe sur l'approche des projets existants? Sur le premier contact, le déroulé. Sur le premier contact et puis le déroulé après avec les entreprises, oui. Alors effectivement, encore une fois, on est polymorphe parce que les approches sont très différentes en fonction effectivement des demandes. Moi, je pense qu'on peut décrire le travail de design, ou en tout cas l'étude, souvent en plusieurs phases. Il y a souvent 3 phases. Alors ce slide là montre effectivement les compétences générales. Donc ça, c'est ce que je propose en type de prestation. Donc il y a effectivement en haut à gauche du design produit. En fait, aujourd'hui, dans le sens polymorphe, il faut être un peu homme à tout faire. Et donc il faut proposer également l'identité du logo jusqu'à de l'identité de marque, du travail 2D, du travail 3D. Je propose également, moi, personnellement, une expertise en textile
qui peut être intéressante pour proposer des gammes de sacs à dos, des choses comme ça. Donc voilà, donc c'est assez varié jusqu'à l'éco-design qui commence à prendre de l'ampleur aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le tableau de chasse un peu des compétences. Mais pour revenir sur la démarche, je pense qu'on peut souvent décrire un projet en 3 grandes phases. Il y a souvent une phase de créativité, de recherche, de mise en illustration, de dessin, etc. pour qu'on se conforte avec le client et qu'on rassure tout le monde sur la bonne vision à choisir du produit, quel est le bon support. Il y a souvent une phase de synthèse où on a confronté les recherche avec la réalité. Il y a souvent une synthèse où on se dit bon, le thème numéro 1 est intéressant, mais bon, sur le sujet numéro 2, telle partie, etc., est plus sympathique et graphiquement je voudrais ça. Bon, voilà. On commence à vraiment rentrer dans le moteur du design. Et puis il y a souvent une 3e phase qui est plus technique, où là on se rapproche du bureau d'études et on est capable de confier au bureau d'études peut-être une peau 3D si on travaille en 3D, peut-être des tech packs si on travaille sur des projets textiles. Et on est capable de comprendre surtout le métier des ingénieurs, etc., pour les accompagner également pour que le projet aille jusqu'au bout. Ce qui est illustré là, par exemple, c'est un projet très atypique. Le résultat final. Hein. Donc ça, oui. C'est un produit qui a à voir avec l'hydroponie. Donc c'est un objet qui permet de faire pousser son potager dans son salon. Je ne sais plus s'il y avait une slide suivante. Celle d'après, ouais, sur les idées. Voilà, cette slide est intéressante parce qu'elle montre la démarche justement du designer. C'est-à-dire qu'en haut à gauche, on a le premier proto, enfin en tout cas le brief technique, qui était quasiment fonctionnel, mais pour aller en bas à droite, il y a du chemin et sous-entendu, le premier prototype permettait d'avoir un produit fonctionnel qui aurait pu vivre dans le garage ou dans le jardin, mais en aucun cas aller qui puisse pénétrer dans un salon de chez Monsieur Tout-le-Monde. Et en l'occurrence, c'est plutôt un salon américain. Donc c'est tout le travail avec les outils 2D, 3D qui sont présentés ici pour que ce produit se transforme complètement avec le monde du mobilier et puisse devenir un peu compatible avec des intérieurs et surtout intègre discrètement la technique parce que c'est un objet très très technologique et il ne subit pas trop la technologie. Voilà. D'où l'importance de la 3e phase du dialogue avec les bureaux d'études, les techniciens, les ingénieurs, les responsables logiciels, tous ceux qui embarquent l'électronique, etc., qui est important. Donc je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, c'est ma question. Et voilà, c'était pour l'auditoire, pour voir un peu les différentes phases et se projeter en tant que chef d'entreprise dans l'utilisation de cette compétence future, qui est un peu l'objet de cette table ronde. Merci. Et pour finir, parce qu'on me dit dans l'oreillette que du coup on doit finir, quels seraient justement les conseils que chacun vous donneriez aux entrepreneurs qui nous regardent, qui nous écoutent, pour intégrer le design. Ça, vous pouvez vous appuyer sur comment ça se passe actuellement chez vous et qu'est-ce que vous en avez tiré comme expérience. On peut se faire rapidement le tour de table les uns après les autres pour conclure et peut-être générer des questions-réponses. Jean-Philippe, vous souhaitez commencer? Comment ça se passe? Quels sont vos conseils? Écoutez, avec plaisir. Qui sommes-nous pour donner des conseils? Je ne sais pas, mais en tout cas, si jamais je dois faire une synthèse de ce qu'on a appris dans l'intégration du design chez nous, la première chose, c'est ne pas avoir peur d'écouter. Martin et Alain en parlaient tout à l'heure. Je crois que c'est vraiment la base de savoir écouter, entendre, mais écouter activement les besoins à la fois des utilisateurs, des parties prenantes, des clients. La deuxième recommandation, ça serait probablement de commencer.
Là aussi, Ergo Concept parlait d'un premier projet et nous, comme vous l'avez compris, on a commencé par un petit projet, celui de notre tire-lait. C'était un accessoire également, mais ça a eu le mérite de nous permettre d'apprendre. Le troisième point, ça serait sans doute de garder à l'esprit que l'apprentissage et l'efficacité se fait par l'itération et qu'on a le droit de se tromper. Certes, il y a des enjeux d'investissement, mais quand on est accompagné par des designers, ce sont des personnes qui maîtrisent finalement une méthodologie assez éprouvée, quels qu'en soient les tenants et les aboutissants. Et donc, on a des phases effectivement d'itération qui sont utiles et qui nous font progresser. Le quatrième point, ça serait de faire confiance aux équipes, parce que finalement, l'enjeu de design, ce n'est pas l'enjeu du dirigeant, ce n'est pas l'enjeu du responsable R&D ou de l'innovation, c'est un projet. Et à cet égard, s'il y a peut-être une recommandation à faire, c'est de ne pas hésiter ou de ne pas économiser les formations sur les méthodes projet ou le pilotage projet, parce que savoir le piloter, le projet, c'est important, mais savoir contribuer à un projet, c'est aussi très important. Puis le dernier point, c'est de se dire qu'en tant que chef d'entreprise, en fait, nous sommes tous des designers, parce que comme M. Chaptal l'évoquait, in fine, c'est notre responsabilité de concevoir, de co-construire et de s'assurer que cette démarche irrigue l'ensemble des secteurs de l'entreprise. Donc, soyons fiers d'être nous-mêmes des designers. Merci, effectivement. On est tous concepteurs, bien sûr. Alain. Alors moi je dirais, de toute façon sachez une chose, c'est que les designers c'est tous des gens sympas, voilà. Voilà, on va pas vous manger. Designers, designeuses, voilà, ça fait partie aussi de notre ADN. C'est si on n'aime pas la vie, si on n'aime pas la curiosité, on n'est pas créatif. Donc nous sommes des créatifs, on est là au service de vos entreprises, de vos projets. Il y a l'amour du projet, la volonté de réussir. Faut vraiment ne pas hésiter à passer le pas. J'ai vraiment travaillé pour des dizaines de petites PME, de TPE, de porteurs de projets, des gens qui ont une idée, qui souhaitent l'amener à bien. Le créatif est la personne qui va vous permettre de prendre du recul. Alors après, c'est là-dessus où il va falloir faire attention, c'est de savoir aussi quitter un peu cette maternité entre guillemets, vis-à-vis du projet, céder une part de créativité à une tierce personne, qui est le ou la designer. Et pour le bien du projet. Voilà, ça c'est primordial. Et si je pouvais dire quelque chose pour le designer qui souhaite travailler avec des TPE, il faut être malléable, il faut être compréhensif, il faut savoir écouter. Faut savoir argumenter et avoir une certaine déontologie aussi, ne pas brusquer pour forcer les idées, ne pas avoir peur aussi que le produit final ne soit pas vraiment le reflet du produit initial, du projet initial, parce qu'un projet vit de par son coût, de par sa fabrication. On peut trouver des prestataires qui vont imposer des contraintes, qui vont remettre en cause certains designs. On va juger un bon designer sur le produit fini et pas sur la qualité des sketchs au départ. Donc ça, c'est super important de bien comprendre ça. C'est le client qui, au final, est juge de savoir si le produit fonctionnera ou pas. Ça, c'est qui se vendent. Donc ça, c'est hyper important. Donc si la courbe elle a un petit peu changé, que les proportions ont été un petit peu évoluées, on jugera le produit final. Donc ça, c'est un petit peu un double message pour et les designers, designeuses et aussi les entreprises. Voilà. Mais n'ayez pas peur, ça reste une super aventure. Ça, je peux vous le garantir. En tout cas, moi, j'en suis ravi. Ouais, puis je pense que Martin aussi, enfin j'espère. Enfin bon, je le passe. Justement, Martin, quels seraient vos conseils? Je partage absolument ton approche. C'est un grand plaisir de travailler avec toi. C'est très facile à faire. Bon, pareil, je suis assez d'accord avec mes deux précédents interlocuteurs. Et je ne sais pas si je suis très légitime pour apporter des conseils en termes de design. Mais à la base, c'est quand même juste du bon sens. C'est savoir écouter. Savoir être humble, se dire que le projet final, il n'est pas dans mon cerveau, mais il est un petit peu dans le mien, un petit peu dans celui d'Alain, un petit peu dans celui de toutes les personnes, même les plus anodines, entre guillemets, ou les moins concernées par le design, ont peut-être la bonne idée qui va faire que ce projet de design va être un succès. On a un exemple avec notre comptable Florence, qui un jour s'est permis de faire quelques commentaires sur le travail d'Alain, qui aurait pu sembler inadapté, parce qu'on pourrait se dire, mais qui est cette comptable, quelle compétence a-t-elle pour pouvoir avoir un avis de design? Mais je crois que c'est complètement l'inverse. Tout le monde
a le droit d'avoir des idées, va vous apporter un point de vue différent. Et quand on a un seul axe de vision sur une situation, c'est jamais suffisant. Et quand je parlais d'humilité et d'écoute, c'est aussi justement avoir l'humilité de dire je t'écoute en tant que, au-delà de ta compétence professionnelle qui dans ce cas-là n'apporte rien, mais dans ta compétence humaine, dans ta sensibilité, et merci de m'ouvrir les yeux sur ce point-là que moi je n'avais pas vu, mais je conçois qu'il est absolument important. Donc il y a cette question d'humilité. Après il y a aussi quelque chose de fantastique avec le design, c'est, comme l'a dit Alain, pour reprendre ses mots, c'est la notion de caméléon. C'est-à-dire qu'il y a un moment, au début du projet, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de créer, et surtout, ne te mets aucune limite. Le fauteuil roulant électrique de demain, il sera peut-être volant, ce sera plus un fauteuil roulant, ce sera peut-être un fauteuil volant. Aujourd'hui, industriellement, c'est impossible à réaliser, mais c'est aussi par le design qu'on peut arriver à vraiment ouvrir le champ des possibles. Ouais. Et après, on va changer de casquette et on va rentrer dans cette notion de concrétisation de la chose. On va mettre de côté les idées folles, même si on peut en retirer quelques substances pour les concrétiser, enfin les intégrer dans un progrès concret. Et on va rentrer dans une approche liée au coût, liée à la faisabilité, liée à la logistique, liée à des choses qui sont plus terre à terre. Mais le design, c'est finalement le pont qu'on va faire entre ces deux choses. Et c'est un kiff absolu de partir de rien, d'avoir une idée, de la confronter, que l'idée rebondisse. Ouais. Et quand vous avez le premier proto dans les mains, c'est super. Quand vous avez les premières séries, c'est génial. Quand vous avez fait en France et que vous n'aviez même pas pensé à faire ça, c'est encore mieux. Et quand ça vous rapporte de l'argent à la fin, que demande le peuple, j'ai envie de dire. Donc, merci. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je dirais juste une chose. Voilà, il faut se lancer, il faut expérimenter soi-même. Et il y a une chose qui ressort des multiples coopérations qu'on a pu faire avec les designers, c'est le fait que ça apporte une énergie positive. Et cette notion d'énergie positive, elle est, je pense, très vraie, et ça a été déjà souligné précédemment. C'est que le designer apporte quand même un vent nouveau, mais aussi il impulse une énergie qui se mutualise avec la nôtre. Donc ça crée vraiment une synergie, quelque chose d'assez fort au sein de la société. Et je pense que moi, c'est ça que je retiendrai plus en élément marquant, fort de cette première expérience. Alors évidemment, il faut que ça matche avec le designer, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'on a du mal à mesurer avant de vivre ces expériences. Merci, Joël. Moi, je ne peux que vous conseiller de tester le design, hein, c'est évident. Alors, comment dire ? Je pense qu'effectivement, moi, je fais le constat que ce sont toujours des aventures humaines, c'est idiot à dire, hein, mais qui font qu'aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui durent depuis longtemps, avec qui on est en confiance, et la notion de confiance est super importante. C'est comme ça qu'on peut fonctionner dans la durée. Après, je pense qu'en France, on a un petit peu il y a une espèce d'aura un peu parfois négative du designer, ou en tout cas qui fait peur. On confond designer et diva. Il y en a dans le monde du mobilier, par exemple, et c'est très très bien, hein, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas un grand créateur qui travaille la lumière et la perspective. Donc ça peut être beaucoup plus simple que ça, voilà. Et puis donc c'est une question d'échange, de partage. Et puis il y a le coût du design qui est pas forcément, qui est un sujet également qui peut être mis sur la table. Moi je décortique un devis en phase, en temps, et ce que je vends c'est du temps. Donc c'est un forfait journée qui est étalé sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, et on travaille ça ensemble. Donc voilà, il faut juste pas avoir peur, quoi. Faut y aller. Ok, merci. Donc bien, on vient de voir par tous ces exemples aussi que bien les entrepreneurs peuvent se lancer. J'ai entendu les mots de confiance, polymorphe, caméléon, retour sur investissement, vision holistique. Qualité, donc bien tous les champs de l'innovation en fait de l'entreprise et voire jusqu'à l'organisation peuvent être abordés. Ils s'accompagnent aussi, effectivement, ces prestations sont accompagnées. Vos CCI sont là pour vous aider, la cité pour vous guider. Merci messieurs. Merci pour ces témoignages, justement, qui correspond bien au logo de la CCI avec le Go Design, quoi. Allons-y, allez-y, faites le pas, entrez dans l'aventure, on va dire, avec le design.
Est-ce que du coup, avant de conclure, vous avez des questions à nos chefs d'entreprise ou aux designers avant de repartir et de se retrouver autour d'une visite guidée qui était proposée par la CCI, je crois? Si quelqu'un, voilà, ou après se retrouver autour du café pour continuer ces discussions et ou échange de cartes de visite. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et puis merci pour ces témoignages. Pas de questions, tout était tellement bien clair. Ouais, il me semble qu'en tout cas c'était bien convaincant.